L'homme est-il rien? Mais comment nous est venue cette idée que l'homme n'est rien? Elle serait issue des philosophies grecques anciennes et reprise ensuite par les existentialistes. Si bien peut-on dire qu'il existe des existentialistes, car peut-être qu'il n'y en aurait qu'un seul, en fait, Jean-Paul Sartre. Mais cela est une autre question. Alors, l'homme est-il rien, oui ou non? Remontons un peu le temps pour retrouver Épiméthée, un titan de la mythologie grecque. Épiméthée était un peu simplé, son nom nous l'indique car il signifie littéralement « après l'intelligence » ou « réactif », alors que le nom de son frère, Prométhée, signifie « avant l'intelligence » ou « proactif ». Hésiode nous a dit que Prométhée avait donné le droit à Épiméthée de distribuer les compétences naturelles à tous les êtres vivants qui peuplaient la Terre. Il existait à l'époque des dieux et de la création du monde tout un catalogue de qualités naturelles. Épiméthée se mit donc à la tâche de toutes les distribuer. Il donna par exemple aux oiseaux des ailes pour qu'ils puissent voler, aux poissons des nageoires pour qu'ils puissent nager. Épiméthée distribua toutes ces caractéristiques spéciales aux animaux. Mais il n'en resta plus aucune pour l'homme. C'est d'ailleurs pourquoi nous nous trouvons maintenant un peu démunis, impuissants face à l'attraction terrestre qui nous empêche de voler, ou sans la possibilité de voir aussi loin que les lynx, de courir aussi vite que les guépards, ou de voir dans l'obscurité comme les hiboux, et bien d'autres qualités encore. Ces qualités, donc, que les animaux ont et que les hommes n'ont pas, sont leur essence. Le but de leur vie se trouve incarné dans cette essence. Le but pour un oiseau est donc de voler, pour un poisson de nager. Il est intéressant de noter que dans cette histoire, c'est l'homme qui envie les animaux, alors que c'est pourtant bien lui qui domine le règne animal, en se trouvant au sommet de la chaîne alimentaire. En réalité, l'homme a aussi des essences. Nous avons deux jambes qui nous permettent de marcher et de nous tenir debout. Certes, nous courons moins vite qu'un guépard ou qu'un cheval, mais nous sommes tout aussi libres d'aller là où nous voulons. Selon les théories évolutionnistes darwiniennes, toute caractéristique biologique a un but. L'accès à la bipédie avait un but, celui de la libération de nos membres supérieurs. C'est ainsi que les deux premiers êtres humains de la Bible, Adam et Ève, grâce à leur position érigée, ont pu cueillir le fruit interdit, sans avoir besoin de grimper à l'arbre. La possession d'un pouce préhenseur nous a permis de fabriquer et d'utiliser des outils pour couper de la viande. La domestication du feu nous a d'ailleurs permis de cuire cette viande dans des plats plus digestes qui avaient plus de protéines. La conséquence en aurait été une révolution dans notre cerveau. Cet afflux beaucoup plus important de protéines dans notre cerveau aurait eu pour conséquence un développement du cerveau beaucoup plus rapide qu'avant. Notre capacité d'abstraction s'en est vue accentuée. Nous avons alors créé un outil cognitif de communication, le langage. Et c'est cela qui, selon des savants célèbres, dont notamment Yuval Harari, auteur de Sapiens, aurait fait de nous l'espèce dominante sur cette planète. Nous sommes en pleine époque anthropocène, c'est-à-dire l'époque géologique de l'homme. L'être humain se trouve maintenant au centre de son monde et au carrefour de sa destinée. L'être humain, aussi appelé Homo sapiens, homme sage ou homme savant, est donc un être d'intelligence et de savoir. Mais pour nous différencier des autres hominidés, et notamment de l'Homo neanderthalensis, nous nous étions autoproclamés Homo sapiens sapiens. Ce terme Homo sapiens sapiens est lourd à dire et à entendre car il comporte une redondance. Mais celle-ci a une forte valeur philosophique car elle désigne justement ce que nous sommes, c'est-à-dire l'homme qui sait qu'il sait, l'homme conscient. Il s'agit ici bien sûr d'une fantaisie linguistique qu'on s'est autorisée, mais qui permet d'exprimer cette boucle intellectuelle qui symboliserait la raison de notre supériorité face aux autres animaux. Quand on sait qu'on sait, c'est qu'on est conscient de nos connaissances. Il s'agit d'une notion qu'on pourrait aussi appeler la métacognition. La métacognition est cette possibilité de choisir parmi toutes les méthodes intellectuelles qu'on connaît, celle qui nous permettra d'affronter le mieux la situation bien précise du moment. Elle a cependant une limite, car savoir ce qu'on sait nous permet en aucun cas de savoir ce qu'on ne sait pas. Socrate nous l'avait bien fait remarquer il y a déjà bien longtemps. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Mais l'homme a évolué petit à petit, et pour nous permettre d'apprendre ce qu'on sait, on le sait aussi grâce au fait qu'on peut partager nos connaissances entre nous, de les confronter aux autres, et d'ainsi pouvoir élargir notre culture générale. Un groupe d'individus qui se trouvent à dîner ensemble, et qui discutent, partage cette connaissance. En effet, quand un invité apporte une information, il sait aussitôt que tous les autres savent ce qu'il a dit. C'est la définition de la conscience collective. Il sait que les autres savent ce qu'il sait, car il l'a partagé. C'est aussi le langage qui nous permet de nous entendre parler à l'intérieur de nous-mêmes, pour ainsi fabriquer cette boucle intellectuelle supplémentaire qu'est la conscience. Alors que dire pour conclure? Que l'homme n'est rien? C'est d'ailleurs sur cette boucle intellectuelle abstraite que nos sociétés se fondent, comme le dit si bien l'historien israélien Yuval Harari.
tous les pays, toutes les religions, les entreprises passent toute leur existence sur des mythes fondateurs, des fictions qui nous permettent de nous identifier tous à la même origine et qui nous sert de socle à la cohésion sociale et au développement de la civilisation.